Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois et de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle, avec son président André Bousser. Remerciements également à Orange, représenté aujourd'hui par Pascal Crincourt, directeur des relations avec les collectivités de Moselle. Remerciements à l'artisan horloger Joaillier Bianchi. Bonjour Alexandre. Et puis un petit salut amical aussi à notre partenaire audiovisuel White Vision, car comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses différents réseaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les grands enjeux politiques et économiques du moment. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Weber, tout nouveau sénateur socialiste de la Moselle. Bonjour Michael Weber. Bonjour Stéphane. Bien installé au comptoir. Parfait, tout va bien. Michael Weber, vous avez 49 ans, vous êtes conseiller régional et toujours maire de la commune de Veuflin-les-Sarreguemines. Vous aviez été élu d'ailleurs maire, tout jeune maire en 1995 et vous étiez à l'époque le plus jeune maire de France. Donc élu sénateur depuis le 25 septembre dernier, vous étiez tête de liste du Parti socialiste et vous vous assiez donc dans le fauteuil de Jean-Marc Todeschini qui était sénateur depuis 2001. Jean-Marc Todeschini qui est d'ailleurs parmi nous dans le public. On peut dire que vous êtes en quelque sorte l'héritier politique puisque vous avez pris aussi la suite de Jean-Marc Todeschini à la toujours puissante fédération du PS de Moselle. Tout d'abord, vos premières impressions, Michael Weber, en tant que sénateur. Là, vous avez fait vos premiers pas. Je crois même que vous avez défendu, vos premiers amendements. C'est tout récent, c'était ce week-end, c'est ça? Alors, c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué parce que quand on est élu local et de se retrouver dans un hémicycle avec ses codes, sa façon de fonctionner, bon voilà, c'est pas toujours simple, mais bon, je suis assez content parce que j'ai réussi à trouver ma place. J'ai été très bien accepté aussi par les collègues et par le groupe dans lequel je siège, le groupe socialiste notamment. Et puis j'ai pu effectivement défendre les premiers amendements ce week-end. Je voulais absolument être à Paris pour les défendre moi-même. C'est pas forcément toujours l'exercice, mais pour les défendre moi-même et pour regarder effectivement comment que ça se passe dans l'hémicycle. Et la semaine prochaine, donc là c'était sur la première partie du projet de loi de finances, et la semaine prochaine, sur la seconde partie, j'aurai aussi l'occasion de défendre les amendements du groupe sur les questions de biodiversité et d'eau, puisque je suis chef de file pour le compte du groupe socialiste sur ces thématiques-là. Oui, c'est un sujet que vous connaissez assez bien, puisque vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais vous étiez président notamment du parc naturel régional, c'est ça? Alors effectivement, je siège à la commission aménagement du territoire développement durable, donc qui de ce point de vue-là touche ces différents aspects, et je suis encore président du parc naturel régional des Vosges du Nord et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, président de fédération que je vais garder pendant quelques temps encore et qui me donne l'occasion effectivement de comprendre mieux les enjeux, d'apporter des réponses à la transition écologique et énergétique, mais des réponses adaptées aux territoires, qui sont construites avec les territoires, avec les élus locaux, puisque cette fédération regroupe près de 5000 communes aujourd'hui et représente 18% du territoire français. Alors c'est votre apprentissage voilà, dans le monde parlementaire. C'est pas justement un peu compliqué d'être, ou alors c'est peut-être plus facile, je ne sais pas, vous allez me dire, d'être dans une minorité, parce que voilà, votre groupe, je crois, c'est 64 membres sur 348 sénateurs. De faire ses premiers pas dans l'opposition, c'est un plus ou c'est difficile? Comment vous voyez un peu, quel est votre ressenti là-dessus? Disons que depuis 28 ans que je suis engagé en politique, j'ai eu l'occasion d'être dans la majorité. J'étais dans la majorité régionale en région Lorraine, mais aussi dans l'opposition. L'exercice n'est justement pas du tout le même. Et on n'est pas toujours préparé à être en particulier dans l'opposition. Donc je crois que l'école qui a été celle de la région Grand Est par exemple, ou dans d'autres circonstances, me permet effectivement de trouver les marques assez rapidement et d'être dans le premier groupe d'opposition. Ce n'est pas tout à fait neutre, ce qui nous donne comme des moyens de discussion et de négociation. Et d'ailleurs je parlais des amendements, mais alors c'est sur une thématique qui ne nous concerne pas parce que c'est celle de la Guyane, mais j'ai pu passer un amendement dimanche soir, enfin au courant de la nuit, qui a été voté par l'Assemblée sénatoriale. Donc c'est aussi une assemblée qui est peut-être plus policée, où on arrive à discuter sur le fond et que quand les orientations sont bonnes et peuvent être partagées, on peut faire avancer des textes. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé ma place et je trouve que c'est plutôt bien.
Et c'est aussi un nouveau rythme dans votre vie personnelle, enfin j'imagine, parce que... Alors, il est vrai que c'est sans doute ce qui est le plus compliqué, en l'occurrence. C'est que quand on commence et quand on démarre comme jeune sénateur, vous l'avez dit, Jean-Marc Todeschini était bien installé avant moi, donc il a été bien connu. La difficulté qui est la mienne, c'est à la fois de défendre et d'être présent à défendre des textes au Sénat, mais c'est surtout d'être à l'écoute du territoire. Donc en permanence, on joue entre cette présence au Sénat qui est importante, qui est attendue aussi par nos concitoyens, et puis cette présence sur le terrain, parce que les maires, les associations parfois locales nous sollicitent et qu'il faut être présent sur le terrain. Donc hier soir, j'étais à Bousse. Vendredi dernier, j'étais dans le pays de Sierck et dans la communauté de communes de Cattenom pour effectivement être à la rencontre en permanence des élus, parce qu'on se nourrit de cela. Si j'ai été élu sénateur, c'est parce que j'avais aussi une expérience longue en tant qu'élu local et que cette expérience-là m'était reconnue. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir une étiquette socialiste. Et donc cette expérience-là, il faut continuer à la nourrir parce que c'est ce qui nous permet de rester connectés au territoire. Alors vous êtes encore maire de votre commune parce que voilà, il y a un recours, enfin des recours qui ont lieu sur les sénatoriales qui ne concernent pas spécialement votre cas particulier, mais en tout cas il y a ces recours. Et donc vous restez encore maire le temps que le recours soit épuisé, c'est ça? Exactement, donc je pense qu'on aura peut-être un début de réponse avant la fin de l'année sans doute, de ce que j'ai cru comprendre, mais en effet il y a 3 recours en réalité qui ont été déposés et nous attendons l'examen de ces 3 recours par le Conseil constitutionnel. Après, j'allais dire, pour moi, à la limite, peu importe, j'ai été élu et dès que j'ai été élu, j'ai gardé ce contact avec le territoire, je continue à le garder aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me perturbe outre mesure. Je pense qu'au contraire, il faut se souvenir quand on est élu qu'on est en permanence et qu'on reste en permanence en campagne électorale. Il y a l'action qui est la sienne, mais aussi le travail que l'on doit mener pour gagner les conquêtes politiques qui sont aussi notre objectif. Parmi les sujets actuellement d'actualité au niveau national, il y a la loi immigration qui est passée au Sénat et qui est maintenant à l'Assemblée. Au Sénat, la majorité de droite l'a durcie. Quel est votre sentiment sur le sujet? Quelle position vous aviez défendue avec votre groupe? Alors c'est vrai que c'était un débat qui pour moi était une découverte parce que d'abord on est dans l'hémicycle et quand on regarde la teneur des débats, finalement on voit aussi la traduction qui est faite dans les médias, et on est au cœur de réacteurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Après ce que j'ai constaté, c'est que ce que j'ai déploré, je peux même dire, c'est effectivement le durcissement de cette loi, la suppression en particulier de l'AME, les questions qu'il y a autour de la régularisation de ces travailleurs sans papier qui quand même sont présents et qui contribuent au dynamisme économique de notre territoire. Donc j'étais assez surpris de voir finalement les alliances telles qu'elles se faisaient avec des positions qui sont extrêmement dures, qui m'ont semblé extrêmement dures. Ça vous a surpris justement cette position dure au Sénat particulièrement? Oui, parce que je trouvais que finalement la droite avec Retailleau s'est plutôt alignée sur ce que proposait Stéphane Ravier, qui est quand même le sénateur qui est proche d'Éric Zemmour. Et que donc voilà, c'était assez incompréhensible de voir ce durcissement. Après, il y a bien sûr un jeu politique, c'est-à-dire que la droite veut obtenir et être finalement celle qui fera la loi, qui permettra son adoption. Et ce matin, d'ailleurs, Gérald Darmanin était sur France Inter et expliquait le positionnement. Il cherche une majorité. Et on sait qu'actuellement, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est là où c'est intéressant, c'est que le Sénat, à mon sens, est réhabilité dans les débats, puisque la majorité à l'Assemblée nationale n'existe plus en réalité, et que l'on use pour tous les textes importants du 49.3. Donc il y a quelque chose de pénible, parce que quand je prends le projet de loi de finances, certes, il y a des débats qui sont longs, qui vont nous mobiliser pendant 15 jours, mais in fine, le gouvernement adoptera le projet de loi de finances sans doute par 49.3. Il est possible qu'il garde quelques éléments qu'on ait pris, mais c'est pas en tout cas un exercice, à mon sens, de la démocratie qui est sain aujourd'hui, et ça pose quand même de réels problèmes. Alors évidemment, vous êtes sénateur, mais est-ce que vous pensez que, vous l'avez évoqué, la majorité relative présidentielle va obtenir une majorité sur ce texte à l'Assemblée? Ou est-ce que vous pensez, voilà, votre regard d'observateur avisé, que c'est pas possible? Ça me paraît très compliqué, parce que entre une droite qui veut, même s'il y a des divergences ou des dissidences au sein du groupe LR, mais entre un groupe LR qui a une position, en tout cas pour une bonne partie très dure, plus des élus à gauche et peut-être même dans la majorité présidentielle qui voudrait plutôt notamment le retour de l'AME, etc., je pense que ça va être compliqué d'avoir une majorité. Et je crois que de ce point de vue-là,
Bon, Gérald Darmanin, sans doute, essaye de faire preuve de talent pour convaincre les uns et les autres, mais j'attends de voir et je suis assez sceptique sur l'issue, sur une thématique aussi importante qui va profiter, malheureusement, si ce débat-là est malsain et s'il se passe mal, qui risque de profiter plutôt à l'extrême droite qu'à la majorité présidentielle ou aux républicains en général. L'autre gros sujet qui est parti d'un fait divers et qui devient une affaire politique maintenant, c'est le drame de Crépol dans la Drôme. Gérald Darmanin, notamment, a parlé d'ensauvagement de la société. C'est un constat que vous partagez avec lui. À noter que vous aussi, vous êtes élu justement d'un milieu d'une ville, d'une commune rurale. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous partagez ce qualificatif? Non, je ne partage pas qu'effectivement dans la société, il y a aujourd'hui des difficultés de ce type-là, personne ne peut le nier, c'est un constat que l'on fait tous, on l'a vécu à plusieurs reprises au courant de cette année, mais je pense qu'en ayant ce type de propos, finalement, on nourrit le sentiment qui est aujourd'hui cultivé par, encore une fois, l'extrême droite, qui est quand même au bord du pouvoir aujourd'hui, et donc je crois que ce n'est pas une bonne approche qu'il faut avoir, et regardez ce qui s'est passé depuis quelques jours, à Reims et ailleurs, où on a des mouvements de jeunes d'extrême droite qui veulent soit sont lancés pour des ratonnades, soit à l'inverse, comme ça a été le cas à Reims, font des manifestations d'extrême droite en utilisant tout simplement le salut nazi, il faut quand même le dire. Ce sont des vidéos qui circulent, qui aujourd'hui se font quasiment à ciel ouvert. Alors certes, c'est peut-être le soir, à la tombée de la nuit, mais quand même, c'est très inquiétant pour cette société qui aujourd'hui est fracturée, et qui a besoin plutôt d'unité que de fracture. Donc je suis plutôt inquiet, en tout cas du sentiment que ça donne, et je ne suis pas certain qu'en ayant ce type de propos comme l'a eu Gérald Darmanin, que ça profite en quelque sorte à apaiser le débat et à trouver des solutions qui sont des solutions réelles. Là, on va plutôt à la facilité et on risque de nourrir encore une fois l'extrême droite. Est-ce que, donc, il y a eu cette déclaration de Gérald Darmanin, puis son collègue Olivier Véran, lui, qui parle de risque de basculement de la société. Donc là, vous pensez que le constat est aussi un peu sévère Je pense que les deux ne sont pas sur les mêmes thématiques en réalité, parce que Olivier Véran essaie d'avoir peut-être une approche qui soit un peu plus apaisée. Et on sent bien qu'il y a un clivage aussi au sein de la majorité. Mais encore une fois, il faut reconnaître qu'il y a des inquiétudes à avoir. Regardez ce qui s'est passé avec les émeutes au printemps dernier, enfin à l'été dernier, ça a été un des sujets. Et effectivement, ça a tendance à se répéter. Il y a une frange de la société qui aujourd'hui ne trouve plus sa place, ne voit plus quel est le projet qu'il peut y avoir, le projet politique qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, regardez à l'échelle internationale, c'est exactement ce que l'on ressent. Les autocrates essaient de prendre le pouvoir, les populistes aussi. Il y a de plus en plus de facteurs extérieurs, même sur le territoire français. On sait que, notamment par les réseaux sociaux, je pense à TikTok ou à d'autres, des pays comme la Russie ou d'autres pays du Maghreb, influence ces jeunes par des messages qui sont envoyés et notamment quand on regarde sur les émeutes, le même jour, à des endroits différents en France, c'était quelque chose qui finalement était relativement bien organisé. De déstabilisation. Tout à fait, de déstabilisation, et cette tentative de déstabilisation contribue effectivement à ce climat international qui est alimenté par des crises comme celle qu'on a connues, notamment en Israël les derniers jours. Donc tout ça est lié. Et le problème, c'est que certains voudraient en profiter, bien sûr, pour déstabiliser aussi la société française, qui elle-même, quoi qu'on en dise, comme toutes les sociétés occidentales, reste fragile. Vous l'avez dit, l'extrême droite, le Rassemblement national, certains considèrent, certainement à juste titre, qu'il est aux portes du pouvoir. Est-ce que vous pensez que le risque est réel? A priori oui, mais est-ce que vous pensez que c'est irrémédiable? Rien n'est jamais irrémédiable, surtout pas en politique, je pense, mais le risque est plus que réel aujourd'hui. J'ai toujours eu le sentiment qu'en politique, à force de vouloir copier les autres, finalement on préfère l'original à la copie. Et en l'occurrence, si l'analyse politique de Marine Le Pen et l'extrême droite est validée, l'électorat ne se tournera pas vers ceux qui s'en prétendent proches ou voudraient en prétendre la paternité, mais vers eux. À mon avis, ça a toujours été... Préférer l'original à la copie. Tout à fait, ça a toujours été le sujet. Donc je pense que si, in fine, on continue à alimenter ce débat-là, ça profitera à Marine Le Pen mais pas au LR ni à qui que ce soit d'autre. Alors que faire pour éviter ça? Et que peut faire la gauche, que peut faire le PS pour éviter ce scénario? Mais je pense que le PS, aujourd'hui, le problème du PS et de la gauche, c'est d'avoir un vrai projet de société qui réponde aux aspirations. On a beaucoup parlé de social-démocratie. Et la social-démocratie telle qu'elle se présentait lors de ces belles années, c'était une période de croissance, on pouvait partager la richesse et finalement
notamment les Français de classe moyenne, y trouvaient leur compte. Aujourd'hui, on a de nouvelles thématiques qui sont là et je pense qu'on n'a pas fait l'effort d'analyser vraiment les problématiques qui sont celles de la société. Comment cette transition écologique, énergétique permet au monde économique, mais aussi à nos concitoyens de ne pas se sentir en marge de cette évolution-là. La transition, elle est une nécessité, mais malheureusement, nos concitoyens se sentent plutôt stigmatisés souvent, et je ne parle pas du monde économique qui lui aussi se demande comment est-ce qu'il peut s'adapter si en permanence il est montré du doigt. Donc je crois que la gauche... Pour vous, c'est pas ce qui est fait actuellement par la direction actuelle du Parti socialiste, vous n'êtes pas sur la ligne de toute façon de l'effort. Voilà, alors clairement, aujourd'hui le Parti socialiste, c'est un parti qui est devenu un parti de stratégie, mais qui n'est pas suffisamment dans le projet. C'est-à-dire quelle est la liste de politiques que l'on fait, quelles sont les propositions que l'on porte. Je pense, on est trop concentré sur des sujets qui sont des sujets sociétaux, parce que là-dessus, incontestablement, la gauche, elle reste une valeur sûre. Ça a été le cas à l'époque quand François Hollande était président de la République, sur effectivement le mariage pour tous, sur des sujets de société qui sont importants, sur les retraites, sur sans doute l'approche de la santé. Là, sur ces sujets de société, je pense que réellement, la gauche est encore audible aujourd'hui, qu'elle a des sujets à proposer et qu'elle est plutôt dans le vrai. À l'inverse, sur l'approche qui est une approche peut-être plus de société, de vision à long terme, et notamment du lien avec le monde économique et à cette transition qui est nécessaire, je pense qu'on n'apporte pas les bonnes réponses. Et que cette fracturation de la gauche, avec des blocs qui sont somme toute assez proches en termes de poids, les socialistes, les Verts et une gauche peut-être un peu plus radicale comme la France insoumise, on s'aperçoit bien que chacun est un peu sur son camp, mais on n'arrive pas à trouver un projet collectif et un projet commun. Moi, je suis au PS, par exemple, je suis très intéressé, vous l'avez souligné, sur les questions de développement durable et de transition, encore une fois, mais je suis au PS parce que je pense qu'elle ne peut pas se faire contre l'humain, elle ne doit pas se faire contre l'humain, elle ne doit pas être source d'inégalité. Et je pense qu'à l'inverse, certains à gauche sont peut-être sur ces positions plus radicales. Pourtant, ce travail collectif à gauche, pour vous, il ne passe pas par la NUPES. Vous n'êtes pas spécialement un fervent défenseur de la NUPES. Non, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Je suis fervent défenseur et je pense qu'il n'y a pas de solution sans union de la gauche, ça j'en suis persuadé, telle qu'elle a été pratiquée toujours par le passé, depuis même le Front populaire en réalité. Donc je suis tout à fait favorable à l'union de la gauche, mais je pense que cette union de la gauche ne peut se faire qu'autour d'un parti qui est un parti, effectivement, qui a vocation à gouverner. Le PS. Le PS, bien sûr. Qu'attend le PS pour sortir de la NUPES? Alors, il y a bien sûr plusieurs tendances au sein du Parti socialiste. Moi, je pense qu'il faut en sortir le plus vite possible et affirmer, effectivement, les valeurs qui sont les nôtres. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère qu'à l'occasion des élections européennes, on arrivera peut-être à montrer à nouveau et à rappeler que le PS est un parti du gouvernement. J'étais plutôt favorable effectivement à une sortie. On a eu des discussions très fortes au sein du Bureau national pour le sujet, sur le sujet, mais je ne suis pas Olivier Faure, donc ce n'est pas moi qui dirige actuellement le Parti socialiste, mais je pense qu'il devrait effectivement se démarquer et assumer le fait qu'il discute avec les partis avec lesquels on a l'habitude de discuter et qu'il essaie de convaincre tous les électeurs de gauche, y compris les électeurs de la France insoumise aujourd'hui. Mais on voit bien que le problème d'ailleurs, c'est pas tellement, à mon sens, c'est le problème de quelques personnalités de la France insoumise qui empêchent, et malheureusement, je crains que ça soit encore pour quelques temps, qui empêchent la gauche de réémerger, parce que l'électorat est là. Jean-Luc Mélenchon et quelques autres, c'est pas le seul. Mathilde Panot, Bompard, etc. Mais quand on regarde l'addition, ne serait-ce que sur les études d'opinion pour les prochaines élections européennes, quand on regarde l'addition des électeurs de la gauche est là. Le problème, c'est qu'il faut une incarnation, il faut effectivement pouvoir la rassembler autour d'un projet qui soit soutenu par nos concitoyens, mais la gauche, elle est là. Pour l'incarnation, pour le Parti socialiste, pour une liste autonome, j'allais dire, une liste autonome, une liste PS, ce serait qui votre candidat ou votre candidate? Écoutez, moi, pour l'instant, je ne vois pas qui est-ce qui... je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le définir. On arrive quand même... à l'élection européenne, vous parlez? Oui, élection européenne. Je viendrai sur la présidentielle. Oui, d'accord. Mais sur l'élection européenne, il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui pourraient tout à fait l'incarner. Il y a des députés socialistes européens sortants qui pourraient l'incarner. Nous accueillons Christophe Clergeau au mois de janvier ici à Metz, donc ça pourrait être Christophe Clergeau, ça pourrait être d'autres. Je pense qu'encore une fois, mais il faut absolument que le PS puisse effectivement... C'est pas décidé encore le fait C'est pas décidé, en tout cas pas à ma connaissance. Ouais. Mais ici, Olivier Faure, en tout cas la direction du PS, décidait de faire cause commune pour les européennes avec de nouveau un attelage NUPES.
Que feriez-vous? Je crois que, enfin, déjà, il faudrait que ça soit accepté par les militants et je ne pense pas que ça le soit. C'est pas du tout l'orientation qui est prise par le parti, ni au bureau national où je siège. Donc non, franchement, j'y crois pas et j'y serais évidemment pas favorable. De la même façon, moi, ma ligne a été claire. Depuis le début, quand on a parlé de l'accord de la NUPES en 2022, j'avais rencontré, avant même que l'on parle de cet accord-là, l'ensemble des partis de gauche, les VL, les communistes, pour trouver des accords comme on l'a toujours fait. Comme ça a été fait dans les circonscriptions. Aux législatives, enfin, voilà, vous êtes opposé tout à fait. au Parti socialiste en défendant vos propres candidats. Exactement, en défendant nos propres candidats. Mais je redis, avant, nous avions eu des rencontres avec les autres partis pour essayer de trouver des accords. Donc c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et à mon avis, c'est comme ça que ça réussit. Parce que dans une élection, il y a aussi la personnalité qui joue. On parle de l'incarnation, l'incarnation, elle joue. Et quand on fait une élection législative, eh bien cette incarnation, elle a son rôle à jouer. On ne peut pas mettre comme ça des candidats qu'on sort du chapeau et avec lesquels on met une estampille, ça ne suffit pas. À mon avis, ça ne suffit pas. Donc ça n'a pas été le choix qui a été fait à l'époque. Je pense que c'est un choix qui a fait long feu. Et en tout cas, moi, je constate que la NUPES, c'est même pire que ça. C'est que la NUPES aujourd'hui, la marque NUPES, elle est aujourd'hui totalement démonétisée. Quand on discute avec un certain nombre de nos concitoyens, juste ces quelques lettres NUPES sont aujourd'hui démonétisées. Donc demain, il faudra, si l'on fait un rassemblement, et il faudra le faire de la gauche, de toute façon trouver une autre marque. Parce que cette marque-là fait fuir un électorat de gauche et de centre-gauche. Or, une élection se gagne au second tour avec l'électorat de centre-gauche. Et la marque PS, la marque Parti Socialiste, peut être, elle vaut encore quelque chose? Bien sûr. Écoutez, moi je suis au PS. J'y suis resté. J'ai gagné l'élection sénatoriale. J'ai été candidat. On nous avait dit qu'on devrait se retirer aux élections régionales, etc. Moi, je pense que quand on est vraiment... Et qu'est-ce que m'ont dit les grands électeurs? Les grands électeurs m'ont dit, Michael, on te soutient parce que pour ta persévérance et par ta fidélité aux valeurs. Donc, depuis toujours, il y a eu des cycles. Il y a eu des moments où le PS était déjà dans cette situation-là. Peut-être pas si longuement. Je prends l'exemple en 92, 93. Mais ces cycles-là ont toujours existé. Donc, le PS, en gros, après 2017, je pense que les électeurs de gauche se sont dit, bon, le PS, ça ne fait pas trop l'affaire. Ils se sont un temps réfugiés vers les Verts. Ils se sont rendus compte que l'écologie politique en France, c'est un tout petit peu compliqué tel qu'elle est aujourd'hui constituée. Puis ils se sont retournés vers Jean-Luc Mélenchon parce qu'on leur a dit que c'était le seul qui pouvait faire face finalement et être au second tour de l'élection présidentielle. Et puis finalement, en ayant essayé un peu tout ça, finalement, on se dit que le PS, c'est quand même une valeur sûre. Et moi j'espère, enfin en tout cas je ferai tout pour, j'espère que en tout cas les cadres du parti seront engagés pleinement dans cette campagne-là pour que, à l'élection européenne, le Parti socialiste soit le premier parti à gauche, parce que c'est le moment où effectivement on voit le rapport de force. Vous parliez d'incarnation notamment, donc voilà, on va se projeter encore un peu plus loin sur 2027. Qui peut incarner la gauche et le Parti socialiste pour 2027 ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats beaucoup de personnalités qui se positionnent, qui sont au PS ou qui n'y sont pas. Je pense à Carole Delga, je pense à Bernard Cazeneuve, des gens desquels je suis proche. Bien sûr, Olivier Faure aussi, puisqu'il a dit que ça l'intéressait. Bon, voilà, aujourd'hui, pour le coup, sur l'élection présidentielle, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Il va y avoir l'élection européenne il va y avoir les élections municipales qui vont donner le là. Il va y avoir, pour le Parti socialiste, un congrès où il faudra sans doute se positionner donc l'année prochaine. Voilà, ça me paraît compliqué, encore aujourd'hui, ça me paraît compliqué de savoir qui peut être celui qui incarne, parce que chacune de ces personnalités a des qualités. Vous êtes proche et vous soutenez, notamment sur les réseaux sociaux, Bernard Cazeneuve, a priori. Alors, moi, je soutiendrai. Non, je suis ce que fait Bernard Cazeneuve. Encore faut-il qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et je pense qu'il a fait une erreur. Je lui ai dit, il le sait, à mon avis, en quittant le Parti socialiste. Parce qu'on aurait tous pu, pour une occasion ou une autre, quitter le Parti socialiste. Mais on ne quitte pas la famille dans laquelle on est politique. Si on veut effectivement la porter, on essaye d'abord de la changer de l'intérieur. Si moi je suis au Parti socialiste, même si je ne suis pas en adéquation avec le destin que lui donne Olivier Faure, je suis au centre de l'appareil et j'ai vocation peut-être à faire évoluer son positionnement. Et je pense que Bernard Cazeneuve aurait dû faire la même chose. Alors, il est intéressant dans sa contribution au débat public actuellement. Je ne sais pas s'il ira au bout de la démarche. Il faudra qu'il le dise à un moment donné s'il souhaite aller au bout de la démarche. Mais je pense que surtout, il aurait dû rester au sein du Parti socialiste lui-même.
Un mot sur, enfin, on va entrer un peu dans les sujets un peu plus locaux. Donc vous êtes conseiller régional depuis 2004, dans la majorité, ensuite maintenant dans l'opposition. Alors là aussi, on a un peu de mal peut-être à trouver, à voir quel est votre positionnement, parce que enfin, vous l'avez développé là, au sein, votre positionnement au sein du PS, mais par contre, à la région, donc vous siégez pourtant avec des gens, enfin avec Iliane Romani par exemple, avec aussi Jean-François Songondé qui est proche de LFI. Donc là, il y a un peu de grand écart quand même qui est fait. Tout à fait. Alors, sauf que le grand écart, vous parlez de Jean-François Songondé, mais je rappelle que Jean-François Songondé, pour ce qui concerne le grand écart, c'est le spécialiste. Là, il faut lui laisser quand même la paternité. Une certaine souplesse. C'est plus qu'une souplesse, c'est carrément une toupie, mais qui choisit en réalité, exactement à l'inverse de moi, qui choisit en réalité son positionnement politique en fonction de la voile et du vent qui souffle. Donc, mais la réalité, quelle était la réalité? Lors de la constitution de la liste régionale, après les élections européennes d'ailleurs, les Verts avaient fait un résultat, je le rappelle, à l'époque dans les élections européennes, qui était quand même très fort. Enfin, fort. Voilà. Et donc nous, on était dans une situation qui était une situation de faiblesse extrême, et la volonté qui était la mienne, c'était d'éviter à l'époque que la gauche soit obligée de s'effacer au profit du Rassemblement national. Et donc il fallait trouver les moyens de cet accord à gauche avec l'ensemble des autres partis. Exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le Rassemblement de la gauche nécessaire, à l'époque, il n'y avait pas de candidat LFI sur cette liste, puisque Jean-François Songondé n'a rejoint la France Insoumise qu'il y a quelques mois. Donc il n'y avait pas de représentants de la France Insoumise. Il y avait des communistes, des socialistes, des Verts. Et après, on a fait comme on le faisait avec Jean-Pierre Masseret au sein de la majorité régionale en Lorraine. C'est-à-dire que dans la majorité, à l'époque, il y avait des socialistes, des communistes et des Verts. Et là, finalement, dans l'opposition, il y a un groupe vert, il y a un groupe de gauche, que je préside avec quelques communistes. Donc c'est ça. Et je pense qu'il y a des différences que l'on peut apporter, en tout cas de vues qu'il peut y avoir, mais qui finalement nous donnent une place quand même certaine au sein de l'Assemblée régionale. Par contre, sur des sujets comme la 31 bis, là par contre, là aussi, il y a un écart quand même entre la position des Verts et Iliane Romani qui s'oppose, quoi qu'il arrive, à la 31, et vous, je pense que vous êtes plutôt favorable au projet. Incontestablement, c'est-à-dire que dans la question des infrastructures, mais on a des sujets de divergence comme ça, et d'ailleurs à l'époque c'était dans les fameuses 650 mesures qu'il y avait de la NUPES, c'était un petit peu ce qui me paraissait tout à fait curieux, c'était des propositions qui s'opposaient. Mais je prends deux exemples, ou trois exemples qui effectivement font une vraie différence. J'ai beau être tout à fait engagé dans les questions d'environnement, je pense que le mix énergétique, par exemple, impose à ce qu'on garde l'énergie nucléaire. C'est une vraie différence avec Iliane Romani. Hein. Même si aujourd'hui, même chez les Verts, certains commencent à se demander si ce n'est pas une solution. Enfin, en tout cas, qu'il faut garder cette technologie. Et de la même façon sur les transports, il y a une position qui est une position de principe d'opposition à toute nouvelle infrastructure de transport. Et d'ailleurs, il faudra se demander qu'est-ce que ça suppose. Est-ce que c'est aussi le cas pour les infrastructures ferroviaires ? Quand je parle de nouvelles infrastructures de transport, parce qu'il y a un impact, incontestablement. Et puis, il y a une position qui est de dire, si l'on a épuisé tous les moyens de renforcer l'offre de transport et de mobilité sur les axes existants, sur les infrastructures existantes, eh bien, effectivement, il faudra réfléchir à de nouvelles infrastructures. Voilà, c'est la position que je défends. Donc, si demain, le bus a haut niveau de service, si la voie réservée, si l'utilisation de la voie ferrée ou des voies ferrées existantes ou à réouvrir ne permet pas de répondre effectivement à cette nécessité des 120 000 travailleurs frontaliers, oui, il faudra réfléchir à une infrastructure nouvelle qui peut répondre à cela. Et après, la question, c'est dans quelles conditions, parce qu'il y a la question du péage, il y a la question du tracé, la question du tunnel ou pas tunnel, ça fait partie de ces questions-là, mais je veux dire, on peut l'assumer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, on peut effectivement assumer ces différences-là, qui sont pas neutres, il est vrai, avec des partenaires même de sa propre sensibilité. Donc assumons-les, portons-les à leur paroxysme et puis on verra. Et sur le même sujet, sur l'aéroport régional, sur le débat autour du maintien ou non, enfin du soutien. Alors tout à fait. Donc là pareil, il y a une position qui est une position de principe de la part des Verts. Moi j'ai une position qui est différente. Nous on a demandé à plusieurs reprises que la région fasse un vrai examen de la politique aéroportuaire à l'échelle régionale, parce qu'il y a Metz, Nancy, Lorraine, il y en a d'autres. Hein, il y a Vatry, effectivement, il y a Strasbourg, il y a la proximité de Luxembourg qui peut avoir un impact. Moi, si vous voulez, si l'on trouve une vraie
opportunité, pour l'instant on a toujours soutenu le fait que la région mette des moyens financiers sur l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, mais si l'on trouve une vraie opportunité de développement de cet aéroport-là, on ne peut pas le refuser. Hein, et je pense qu'on a, à plusieurs reprises, peut-être par manque de courage par le passé, loupé des opportunités qui étaient intéressantes, hein, mais il y en a plein. Hein. La combinaison entre l'aéroport et la voie ferrée, le lien peut-être avec Paris, enfin, la question du transport à l'époque de marchandises, enfin du fret aérien, enfin bref, il y a tous ces sujets-là qui ont aussi, peut-être à plusieurs reprises, affaibli cet aéroport, avec, on le sait, hein, des mobilisations aussi des populations qui étaient à proximité. C'est pas toujours simple, mais pour l'instant, moi, je n'écarte pas cet aéroport. Je pense qu'il faut réfléchir à une défense de cet outil. Il faut qui peut trouver sa place. Puisqu'on est sur les sujets régionaux et que vous êtes évidemment conseiller régional, vous resterez un conseiller régional a priori. Hein, ah oui, il n'y a pas de sujet là-dessus. Quel est votre regard sur la première année de mandat de Franck Leroy, qui a dû prendre un peu au débeauté la présidence après le départ de Jean Rotner? Alors ce sont deux personnalités qui sont très différentes. Franck Leroy est une personnalité sans doute beaucoup plus consensuelle que l'était Jean Rotner, et sans doute aussi peut-être moins politique. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très présent sur le terrain, qui en tout cas essaye d'accompagner les territoires. Je trouve que c'est tout à fait à son honneur, qui discute en tout cas avec nous, avec l'opposition, qui laisse une petite place à l'opposition. Le seul reproche ou en tout cas constat que je peux faire, c'est que je pense que dans cette Assemblée, aujourd'hui, on doit avoir un vrai positionnement politique qui soit fort. C'est-à-dire face à Jacobelli, face à Laurent Jacobelli, face au Rassemblement national. Et il me semble que Franck Leroy devrait renforcer sa personnalité politique. D'accord. Ça se traduit comment selon vous? Enfin, vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une certaine faiblesse vis-à-vis je pense que de ce point de vue-là, je pense que par rapport à Jean Rotner qui était beaucoup plus combatif politiquement face à... Et c'est sur les dossiers ou c'est dans les joutes verbales je pense que c'est sur le positionnement politique, c'est pas sur les dossiers, parce que sur les dossiers, vous savez, le Rassemblement national, on n'entend pas. C'est sur des positionnements politiques qui peuvent être pris aujourd'hui, où finalement, on laisse à mon avis trop de place et qu'on n'affirme pas suffisamment la différence qu'il peut y avoir entre le Rassemblement national, qui est comme d'extrême droite, et puis le reste. Donc on essaye, et c'est un sujet qui est compliqué, parce que on le voit bien au sein de l'Assemblée, mais je pense qu'il faut absolument ne rien laisser passer, et que de ce point de vue-là, il y a besoin de ce renfort, de cette armure politique qui peut-être un chouïa manque un peu à Franck Leroy. Puisqu'on vous avez cité Laurent Jacobelli, on va revenir juste rapidement sur l'agression verbale. À laquelle j'étais présent d'ailleurs. Vous étiez présent, voilà, lors de la venue d'Olivier Véran face à Belkir Belhaddad, qui était avec nous le mois dernier. Donc vous, est-ce que vous avez été surpris? On ne va pas refaire le débat, mais est-ce que vous étiez surpris? Est-ce que vous pensez que c'était prémédité? Parce que vous étiez sur place. Donc, Écoutez, moi j'étais sur place, et à la fin de l'enregistrement, quand on voit l'enregistrement en complet, après Belkir Belhaddad, je me suis moi-même fait alpaguer par Laurent Jacobelli. Mais je pense que ça devrait servir de leçon à tous ceux qui pensent que le Rassemblement national peut se normaliser. Depuis le début de l'élection régionale, Laurent Jacobelli a essayé de rentrer un peu dans le moule en se disant, voilà, en se laissant paraître comme un élu comme un autre. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois. À plusieurs reprises, il a bondi de sa place pour aller créer du rapport de force avec Jean Rotner puis avec Franck Leroy. À plusieurs reprises, il a fait preuve d'intimidation, sans qu'il y ait de témoins. Le problème, c'est que là, il a eu des témoins, la presse était présente, mais ça a été le cas avec Martine Isola, qui est président de la commission culture, ça a été le cas à plusieurs reprises avec d'autres élus régionaux. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir, et là, il a montré effectivement son vrai visage. Donc, franchement, on devrait s'interroger, et tous ceux qui pensent que c'est un mot en politique comme un autre devraient se constater, en l'occurrence, que ce sont vraiment des populistes qui veulent un pouvoir fort, à l'image de ce que font les autocrates ailleurs dans le monde.
Ouvrir une page plus encore locale sur les affaires, enfin pas sur les affaires, mais sur les affaires du Parti Socialiste dans quelques municipalités. Au niveau local, déjà, le PS, comment se porte le PS au niveau départemental, au niveau des adhérents? Est-ce que vous avez repris un peu de couleur? Écoutez, la Fédération Socialiste de Moselle reste la première fédération du Grand Est en nombre d'adhérents. Combien d'adhérents? Nous sommes aujourd'hui à peu près à 500 adhérents. On est loin évidemment on est loin de la période de la grande période, mais bon, ça reste important. On a réussi à relancer un mouvement notamment de jeunes socialistes, donc il y a aussi des jeunes socialistes qui nous rejoignent. Donc c'est un parti qui est présent. Il y a effectivement les anciens qui restent toujours engagés, des jeunes qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Je pense que aussi l'engagement politique, on le trouve beaucoup dans le monde associatif, dans la société civile, donc c'est plus tout à fait le même engagement, mais en tout cas, oui, le Parti Socialiste en Moselle se porte bien, mieux en tout cas, je trouve que ce qu'on a constaté par le passé. Il commence à produire, en Moselle et ailleurs, commence à produire des idées, on essaie de travailler sur le fond et de se préparer, en effet, comme vous l'avez dit, pour les prochaines élections municipales. Oui. Puisqu'il fut un temps, à la belle époque, où nous avions Dominique Gros à Metz, Bertrand Mertz à Thionville, Laurent Kalinowski à Forbach, etc., etc. Bon, donc je ne dis pas qu'on va gagner les prochains coups toutes ces municipalités, mais en tout cas on va essayer de faire le nécessaire pour que on puisse gagner des couleurs et reprendre un certain nombre de communes. Voilà. Bon, on ne va pas faire le tour de toutes les municipalités, mais on est ici à Metz, oui. Puis c'est quand même la capitale de la Moselle. Quel est le regard du patron du PS sur vos camarades à Metz? Ils ont un peu aussi, on a l'impression un peu qu'ils ont disparu un peu de la circulation, fondu dans l'opposition du groupe Uni. Alors écoutez, je pense que déjà, rappelons-nous, à l'époque, le groupe Uni avait justement, alors, par son titre et par ses personnalités, voulu qu'en gros, ce ne soit pas simplement l'incarnation d'une personne, mais que ce soit en gros l'ensemble du collectif qui joue. Bon. Le problème dans ces cas-là, c'est que le collectif, il produit des personnalités qui, somme toute, sont assez égales. Donc on a plein de jeunes personnalités qui, à mon avis, vont compter à l'avenir. Il y a Jérémy Roch, qui est président du groupe aujourd'hui. Qui n'est pas au PS. Qui n'est pas au PS. Il y a bien sûr aussi les gens qui sont au PS, comme Charlotte Picard et Pauline Schlosser. Il y en a d'autres qui sont en dehors du PS et qui ont vocation, il me semble, à revenir au conseil municipal et peut-être à contribuer à gagner. Je pense à Selima Saadi, par exemple. Donc il y a des personnalités comme ça qui peuvent totalement, enfin qui doivent et qui contribueront, à mon sens, à reconquérir la ville de Metz. C'est à mon avis aujourd'hui, si on y met quelques ingrédients, c'est tout à fait possible. Les ingrédients, c'est simple, c'est d'abord de jouer collectif, de jouer au rassemblement, c'est de trouver une personnalité qui arrive à rassembler autour d'elle l'ensemble de ces personnes et d'avoir un projet qui corresponde effectivement à la ville, à l'attente de la ville de Metz, mais aussi inscrit dans une métropole, parce que c'est pas simplement Metz qu'il faut avoir à l'œil, c'est Metz et l'ensemble de la... Et cette personnalité, est-ce qu'elle pourrait venir de l'extérieur? Il y a quelques noms qui circulent? Bien sûr, il y a des noms qui circulent, je sais bien. Ce que je peux dire, c'est que... Aurélie Filippetti? Est-ce qu'elle est encore Messine? Je sais que c'est pas spécialement... Voilà, moi non plus. C'est pas spécialement quelqu'un que vous soutenez, avec qui vous avez beaucoup d'atomes crochus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que si une personnalité doit venir de l'extérieur, il faut que ce soit une personnalité d'abord qui soit en capacité de faire le rassemblement autour d'elle, qui soit vraiment une personnalité qui ait un lien avec Metz, un lien fort avec la ville de Metz. Et je suis désolé, je pense que Aurélie Filippetti, en l'occurrence, ne peut pas être cette personnalité. Ce murmure aussi, on l'a vu ici écrit ou ça, l'hypothèse de Bertrand Mertz. Écoutez, Bertrand Mertz, je crois, est avocat à Metz. Il a des talents sans doute, les mêmes talents que ceux que j'ai cités. Donc, ils peuvent venir vous voir. Moi, je discute avec tout le monde. Bien sûr qu'il va me voir, il est au Parti Socialiste, il est adhérent du PS, donc on se voit régulièrement et on discute. J'en sais pas plus que vous, en l'occurrence. Non, il fait pas. Je veux dire, Bertrand, comme tous les autres, font partie de ces personnalités qui joueront sans doute peu ou prou un rôle à la prochaine élection municipale. Mais encore une fois, ne faisons pas les choses à l'envers. Je pense que pour l'instant, il est important que tout le monde puisse discuter, qu'on essaie de se mettre le plus possible d'accord. Vous savez que c'est compliqué à gauche, ça a toujours été compliqué de trouver des accords à gauche, et de faire en sorte d'avoir un projet in fine qui puisse être porté collectivement. Moi, j'y crois, parce que je pense que le bilan de François Grosdidier sur cette ville n'est pas bon. Et donc je pense que nous pouvons tout à fait proposer
un projet alternatif pour essayer de reconquérir la ville de Metz. Hein, Dominique Gros, qui est ici présent et que je salue, a montré, enfin, avec 2 mandats, qu'on pouvait changer la gestion de cette ville. Il a fait des choses qui étaient importantes, il a porté aussi une valeur, et donc et je crois que l'électorat l'a reconnu, parce que quand même il faut quand même se souvenir que à l'élection municipale de 2020, il y avait François Grosdidier, ancien maire de Wappy, face à un candidat qui, en quelque sorte, arrivait dans le paysage politique, et pourtant il a fait un bon bilan, enfin il a fait un bon résultat. Il n'a pas gagné, certes, il a manqué de peu, mais il a fait un bon résultat parce que d'abord, à travers son résultat, était reconnu finalement le bilan qui était celui de Dominique Gros. Ce qui manquait, c'était peut-être comment dirais-je, une expérience politique, parce que s'il avait d'abord pris en compte aussi les personnalités fortes qui étaient sortantes, et s'il avait fait l'union de la gauche au second tour, je pense qu'il aurait pu gagner cette ville. Xavier Bouvet, qui donc depuis a quitté et la vie politique et la région, et la région Messine. Donc parfois, il faut quand même faire attention sur ces personnalités qu'on essaye de ramener de l'extérieur pour porter un projet politique. On parle de personnalité, et ça sera un dernier point avant de passer la parole à la salle. On a vu ces derniers jours le retour, alors c'est pas un dossier, pas en Lorraine, mais le retour de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget de François Hollande. On se souvient des conditions dans lesquelles il avait dû quitter le gouvernement, et là on apprend qu'il reviendrait. Voilà, quel est votre regard sur ce genre de personnalité, j'allais dire? Écoutez, pour moi, est-ce qu'on n'est jamais, entre guillemets, mort en politique? On peut toujours revenir? En tout cas, on peut toujours essayer de revenir. Et en l'occurrence, je pense que Jérôme Cahuzac, pour moi, il est disqualifié. Je veux dire, ce qui s'est passé, enfin, en tout cas, moi, c'est la perception que j'ai. Je sens bien et je vois bien qu'aujourd'hui, finalement, les positionnements se sont assouplis. Je rappelle que Dupond-Moretti est passé devant la Cour de justice de la République il y a quelques jours, que Olivier Dussopt aujourd'hui est lui aussi mis en difficulté. Il fut une époque, et notamment singulièrement à l'époque de François Hollande, ces personnalités-là ne seraient plus au gouvernement, ça c'est incontestable. Et Jérôme Cahuzac... Je ne sais pas, on n'est pas là pour juger l'un des autres, mais à l'époque c'était quand même des sujets... Tous ceux qui avaient été effectivement pris la main dans le sac ont tous été, en tout cas même, oui, c'était même avant... la fameuse jurisprudence Balladur, je crois qu'on appelait ça comme ça. Même avant, il y a eu Jérôme Cahuzac, il y a eu Thévenoud, il y en a eu d'autres. Il y a eu... bon, bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns. Donc, si vous voulez... là aujourd'hui, enfin c'est pas nécessairement le sujet, mais je crois que Jérôme Cahuzac c'est aussi un petit peu le symptôme de cela. C'est-à-dire qu'il considère, certes, il a sans doute payé sa peine, et on part du principe que quelqu'un qui a été condamné, qui a payé sa peine, finalement, il puisse revenir, quelles que soient ses fonctions d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est pas tout à fait que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on va demander la confiance aux électeurs, comment est-ce qu'on peut demander la confiance aux électeurs alors qu'on a été quand même à ce point à renier finalement ce qu'on avait soi-même fait, enfin en quelque sorte. Donc pour moi, Jérôme Cahuzac, c'est un non-événement. Je ne vois pas quels sont les électeurs qui pourraient lui faire confiance, enfin j'espère en tout cas qu'il n'y en a pas. Et pour moi, il est disqualifié, quoi qu'on puisse en dire, il est disqualifié aujourd'hui pour revenir en politique. Merci Michael Weber. On va ouvrir une petite séquence questions au public s'il y en a. Oui. Monsieur le sénateur, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la partie développement durable. Vous êtes un fervent défenseur de la biodiversité et du développement durable. On a parlé de la 31 bis, de la saturation de cet accès-là, avec un débordement sur le réseau secondaire des petites communes rurales. Refaire une autoroute, ça va prendre du temps. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le télétravail serait un moyen, un levier pour pouvoir sortir de cette situation-là? Et vous, en tant que nouveau sénateur, quelles seraient les règles fiscales et sociales à faire évoluer dans ce sens, notamment ce qu'a fait l'Allemagne? Alors, franchement, vous êtes totalement dans le sujet, parce que j'en discutais pas plus tard que vendredi avec le maire de Rodemack. Je pense qu'une des solutions, c'est pas simplement d'avoir une offre de mobilité pour tous ces frontaliers, c'est de trouver des solutions qui permettent à ces frontaliers de travailler en télétravail chez eux. Je crois qu'actuellement, c'est 34 jours par an qui sont autorisés. Ça me paraît bien en deçà de ce que l'on devrait faire. Imaginons juste que l'on ait, je ne sais pas, 10% des travailleurs frontaliers qui font du télétravail, c'est 12 000 personnes en moins. Et quand on sait que peu
de frontaliers vers Luxembourg font du covoiturage, on voit très bien l'impact que ça aurait sur les transports. Donc je pense, en tout cas sur ce sujet-là, j'ai aussi saisi le ministre pour essayer de trouver des solutions, parce que je pense que c'est aussi des questions d'accord aujourd'hui qui doivent être trouvées. C'est assez compliqué parce que il y a des problématiques fiscales qui y sont liées, mais il faudra effectivement trouver des solutions, parce que je pense que ça contribue à réguler, en tout cas à diminuer le trafic routier tel qu'il est aujourd'hui organisé. Ce n'est pas la seule problématique, on voit aussi, un des éléments qui est aussi évoqué, c'est le fait que tous les frontaliers ont maintenant des voitures qui sont des voitures immatriculées au Luxembourg, donc ça encourage malheureusement aussi à l'utilisation de ces véhicules. Donc ça fait partie de ces questions-là qu'il faudra se poser, mais incontestablement c'est une des solutions. Je sais aussi que Isabelle Roche, la députée Isabelle Roche, s'est penchée sur ces questions-là, et je pense qu'on va essayer de combiner les forces de l'ensemble des parlementaires pour trouver une réponse à cette problématique. Mais elle est incontestable et je pense que c'est une des réponses, oui. Oui. Bonjour, monsieur le sénateur. Bon, moi, j'aimerais revenir sur les élections européennes. Je trouve qu'en ce moment, nos élus, donc je vais être cash, nos élus nationaux, et je vous remercie d'avoir évoqué à plusieurs reprises ces élections ce matin, parce que c'est très rare. Est-ce qu'on n'a pas... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'endort un peu sur cette problématique, et les populistes sont en train de prendre le pouvoir en Europe. On a encore vu récemment aux Pays-Bas, et que le danger va venir de l'intérieur au niveau de l'Europe, parce qu'on annonce une victoire fracassante de Marine Le Pen aux européennes en France. Et donc, moi, ma crainte, c'est qu'on va détricoter l'Europe de l'intérieur pour montrer à nos citoyens que ça sert à rien. J'aimerais avoir votre position là-dessus. Alors, le sujet de l'Europe, j'ai demandé à siéger à la Commission des Affaires européennes au Sénat, parce que, vu le positionnement de la Moselle, c'est absolument indispensable. C'est un sujet qui m'est cher parce que d'abord, je pense que, encore une fois, vu le positionnement et vu le contexte politique historique de notre continent, c'est une nécessité. Je dis souvent en clin d'œil qu'une des premières tables rondes que j'ai eu l'occasion de faire, je ne connaissais pas encore Jean-Marc, c'était avec Jean Laurin, où on parlait de la citoyenneté européenne. Donc vous voyez, ça remonte, c'était dans les années 90, j'étais à l'époque membre du conseil départemental de la jeunesse. Je ne sais même pas si j'étais déjà maire ou je devais l'être tout juste, mais c'est pour dire que c'est un sujet qui m'intéresse. Et avant de répondre à votre question, ce qui m'inquiète d'abord, c'est que la France est un des pays où la mobilisation de nos concitoyens pour le débat politique lié à l'Europe est le plus faible. L'un des pays les plus faibles, et c'est pour ça qu'on a une élection où la participation aux élections est très faible. C'est toujours le moment que craignent les conseils municipaux et les personnes au bureau de vote, parce qu'en gros, il n'y a pas un chat. On est parfois à 30% de participation, ce qui est quand même un vrai problème. Alors que dans notre quotidien, quand on regarde dans notre quotidien, les moyens qui sont engagés par l'Europe sont immenses. Enfin, c'est énorme, sur tous les projets, Leader, LIFE, Interreg, enfin, bon, on connaît tout ça. PAC, politique agricole commune, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. Alors, il semblerait que ce soit un peu différent en 2024 et que la participation soit un peu plus forte. Par contre, c'est malheureusement, quand l'élection mobilise, c'est un peu le défouloir. Et en France, c'est le défouloir, et c'est le moment où, sous prétexte qu'on veut rejeter un système, sous prétexte qu'on veut rejeter toute la classe politique, effectivement, l'extrême droite fait un résultat qui est un résultat énorme, et combiné aux autres forces d'extrême droite, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, Dieu merci, bon, les Polonais, on a réussi à finalement un petit peu les écarter, et que le risque est d'affaiblir l'Europe. Aujourd'hui, alors qu'on a plutôt besoin de plus d'Europe que de moins d'Europe, on voit bien que sur le débat politique, notamment étrangère et parfois même de défense, c'est un sujet que Jean-Marc maîtrisait mieux que moi, mais c'est vrai que sur ces questions-là, on a besoin sans doute aujourd'hui plus d'Europe que moins d'Europe. Moi, je suis effectivement inquiet. Alors, simplement parce que c'est souvent le débat que l'on a, et qui parfois n'est pas toujours bien compris. Notamment, on dit si la gauche se rassemblait, elle ferait un résultat qui pourrait dépasser l'extrême droite, mais elle ne ferait pas plus de sièges pour autant. Puisque c'est un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. Donc même divisé,
dans la situation que l'on a aujourd'hui, on fera plus de sièges que si l'on était réunis. Hein, c'est bon. Alors parfois c'est un peu du mal à comprendre. C'est aussi c'est pas facile pour le citoyen de comprendre. Mais donc c'est pour ça aussi que je tiens à ce qu'on mette notre propre liste. Mais oui, je suis inquiet. Regardez, ce qui est plus inquiétant encore, regardez le poids de l'AfD en Allemagne. Pendant très longtemps, l'Allemagne n'avait pas de représentation d'extrême droite au Parlement européen. Là, l'AfD est une menace. Le SPD est en difficulté. La CSU-CDU n'a pas, pour l'instant, vraiment réussi à convaincre qu'elle pouvait être une alternative. Les libéraux sont très faibles et l'AfD essaye, enfin, reprend des couleurs. Et c'est partout un peu le cas en Europe. Donc, si vous voulez, c'est là où aujourd'hui on a un problème qui est un problème de société presque, enfin, qui est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que nos concitoyens, malheureusement, et là il y a une réponse qu'on doit leur apporter, font plus confiance à des populistes forts qu'à des réformistes de droite ou de gauche. Moi, par exemple, en France, vous voyez, face à ce système politique qui a été cassé, pour moi, au-delà des questions, est-ce qu'on est favorable ou pas favorable avec Emmanuel Macron, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a cassé, à mon sens, ce qui donnait en quelque sorte un équilibre à la France, c'est-à-dire une alternance entre une droite réformiste, peut-être, enfin une droite pas assez peut-être portée sur ses valeurs, et une gauche réformiste. On a cassé ce système-là, et donc on a entretenu deux pôles qui sont des pôles radicaux, on n'est pas les seuls, hein, mais deux pôles qui sont des pôles radicaux, entre une extrême droite radicale et une extrême gauche radicale, qui n'a pas vocation, à mon sens, à gouverner, en tout cas qui, si elle gouverne, va affaiblir notre système. Donc il faudrait qu'on puisse recréer ce clivage gauche-droite classique. Mais ce débat-là, il est le même à l'échelle européenne, c'est-à-dire avec qui vont s'allier les pouvoirs qui vont s'installer demain. Vous parliez des Pays-Bas. Bon, ils ont une alliance qu'ils ont construite, mais apparemment, de ce que j'ai vu dans la presse encore aujourd'hui, cette alliance a déjà du plomb dans l'aile. Mais c'est quand même un risque. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si demain on annule l'élection, enfin en tout cas on retourne devant les urnes aux Pays-Bas? C'est qui va être renforcé? Est-ce que c'est les réformistes de droite ou est-ce que c'est l'extrême droite qui va être renforcée? C'est ça le débat. Et je crains qu'en la matière, parce que nos concitoyens ne sont plus intéressés, parce qu'ils ne sont plus éduqués, parce que pendant très longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de responsables qui ont considéré qu'il valait mieux que nos concitoyens ne se mêlent pas trop de politique, et ben on a ce résultat-là aujourd'hui. Et c'est plutôt inquiétant. Plus l'ambiance, le système qui entretient le système, la classe moyenne qui a peur du déclassement. C'est quand même un des sujets qui, pour nous, qui m'interroge. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui sont le plus tentés par un vote extrême, c'est la classe moyenne. Parce qu'ils ont peur. Le déclencheur, justement. Exactement. C'est toujours la classe, c'est toujours cet électorat-là qui effectivement risque de faire basculer. C'est-à-dire cette classe moyenne qui, avec le surenchissement de la vie aujourd'hui, eh bien, est séduite ou se pose des questions et risque de basculer vers quelque chose qui est plutôt sombre. Comment pouvez-vous vous adresser, vous, à cette classe moyenne pour... Je pense que la classe moyenne, il faut... alors, que la gauche s'adresse... Regardez ce que dit, je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant, ce que dit Fabien Roussel. Ça a surpris plein de monde à gauche, mais en fait, il dit tout à fait quelque chose de tout à fait réel quand il dit il faut réhabiliter la valeur travail. Il a même dit, je préfère une société française où on n'a pas d'allocation mais où il y a le plein emploi. Mais ça a surpris tout le monde. Mais non, mais c'est la réalité. Quand on met des mesures qui sont des mesures d'accompagnement, des mesures sociales d'accompagnement, c'est justement pour répondre à une situation où on n'a pas de plein emploi. Mais tout le monde préférait le plein emploi. Tout le monde préférait que la valeur travail soit réhabilitée. Moi aussi, enfin, je veux dire comme Fabien Roussel et comme d'autres. Donc, mais qui dit réhabiliter la valeur travail dit qu'il faut aussi donner à ses concitoyens qui travaillent les moyens de vivre. Là, il va y avoir un vrai débat, à mon avis, dans les années à venir, sur le niveau de salaire. Ça, c'est, à mon avis, quand même un sujet qu'il faudra traiter entre la pression fiscale, les salaires et le coût de la vie lié à l'inflation. Jean-Marc Todeschini pour une question. Avec le micro, comme ça, on est sûr pour que... Vous êtes sûr que Jean-Marc Todeschini a le droit de poser une question? Je ne vais pas poser de questions, mais comme on parle de l'Europe, je pense qu'on est dans un moment historique, avec la guerre en Europe. Moi, lorsque j'étais ministre, dans tous mes discours, je disais que l'Europe, c'était la paix. C'est bien le contraire aujourd'hui. On voit la montée des populismes, vous l'avez évoqué dernièrement aux Pays-Bas. Est-ce que les élections européennes ne devraient pas donner l'occasion à la gauche, je parle aux gens de gauche, pas à LFI, mais leur électorat est un électorat de gauche. Est-ce que ce ne serait pas le moment de créer une plateforme rassemblant toute la social-démocratie, tout ce qui est de gauche, pour essayer
bien sûr, de lutter contre les populismes et la montée de l'extrême droite, qui va ouvrir les portes de 2027, hein, c'est clair. Est-ce que c'est pas le moment aussi, or tu as cité des socialistes, est-ce que vraiment aujourd'hui on a un socialiste en dehors de François Hollande ou de Bernard Cazeneuve qui est connu, qui peuvent permettre de progresser? Est-ce qu'il ne faudrait pas se résoudre à nouveau à partir peut-être avec quelqu'un comme Glucksmann, à condition que LFI ne soit pas dans le secteur, et je pense qu'il ne veut pas de LFI, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer une plateforme de rassemblement? Parce que sinon, on voit ce qui se passe dans notre pays, mais en Europe, c'est catastrophique. Alors moi, je suis bien sûr, il y a eu pas mal d'appels qui ont été faits par des personnes, en tout cas, ça commence à apparaître par des personnalités qui signent des... D'ailleurs, c'est ce que disait Bernard Cazeneuve ce week-end dans son interview assez longue, dans le journal dont j'ai perdu le nom, là, de Laurent Geoffrin, où justement il appelle à une plateforme qui réunit l'ensemble des forces social-démocrates ou social-écologiques de gauche. Moi, j'y suis favorable. Ça nécessite toutefois que chacun effectivement accepte de s'engager dans cette démarche-là. Le problème, à mon sens, c'est que malheureusement, quand il reste des cendres, il y a toujours l'un ou l'autre qui essaie de se demander ce qu'il peut encore en récupérer et qui essaie d'en faire du terreau. Et donc, soit on accepte de dire qu'au-delà de la situation, on essaie de construire quelque chose et qu'on met de côté, ou en tout cas qu'on met en silence ses propres ambitions personnelles, et on essaie de servir les valeurs et un engagement. Et moi, c'est ce que je souhaiterais, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait personnellement. Soit, effectivement, on joue sa propre carte, et dans ce cas-là, je crains que ça soit voué à l'échec. On parlait tout à l'heure de Olivier Faure, juste pour faire observer. Mais personne, d'ailleurs, c'est étonnant, personne ne demande si c'est Olivier Faure qui doit mener la liste aux européennes. Je ne l'ai pas entendu. Personne n'a demandé. Bon, après, tout le monde a peut-être compris qu'il n'a pas beaucoup mené d'élections jusqu'à présent, depuis qu'il est premier secrétaire. En tout cas, lui, sur son nom propre. Hein, qu'il a plutôt essayé de trouver des candidats qui pouvaient, Glucksmann aux européennes et puis d'autres à d'autres moments. Donc, je pense qu'il faut effectivement trouver les moyens, vu la situation d'équilibre qu'il y a des uns et des autres, à sortir de là et à construire une vraie offre politique qui rassemble la gauche réformiste, social-démocrate et écologiste. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Marc. Ouais. Je peux rajouter? Oui. Est-ce que Olivier Faure ne souhaite pas la défaite du Parti Socialiste, du moins un score très bas, pour dire, vous avez vu, en dehors de la NUPES, il n'y a rien qui existe? Je ne sais pas. Le congrès est presque ouvert, là, déjà. Je vois que ça réagit entre Dominique Gros et Jean-Marc Todeschini. Je ne sais pas, je ne suis pas Olivier Faure, et puis il ne m'a pas fait de révélation à ce sujet. En tout cas, on parle pas assez de l'Europe. Pour le coup, je suis d'accord, et je pense que... Je suis d'accord. Non, bien sûr, mais franchement, alors c'est vrai que quand on regarde les députés européens, ils sont... Enfin, qui connaît des députés européens? Je veux dire... Il y avait tout à l'heure Nathalie Grisbeck, elle est un peu connue parce qu'elle était avant adjointe de Metz. Oui, ancienne. Ou Nathalie Conin-Eustalé, ok, elle est un petit peu connue. Européenne. Mais sinon, très peu de... je mets au défi dans la salle de citer tous les députés européens socialistes, par exemple. Hein, ils ne sont pas très nombreux peut-être, mais finalement, ils sont très peu nombreux. Donc c'est un petit peu ça, c'est qu'effectivement, on a du mal quand on est élu européen, en France en particulier, moins dans les autres pays. En Allemagne, c'est beaucoup moins le cas. Au Luxembourg, c'est moins le cas, parce qu'il y avait aussi, à l'époque, Sander qui était à la Commission, etc. Mais en France, c'est vrai que l'Europe n'est pas suffisamment visible, et encore une fois, nos concitoyens ne se rendent pas compte au quotidien les moyens qui sont mis sur les territoires. Je disais tout à l'heure la PAC, la politique agricole commune, l'agriculture française ne vit que grâce aux fonds européens. Les infrastructures, eh bien, c'est des fonds européens. Les projets, notamment par les transitions énergétiques et écologiques, moi je suis président des parcs naturels régionaux de France, le premier financeur aujourd'hui des parcs naturels régionaux, c'est l'Europe. Hein, et tout ça, c'est pas suffisamment su, et je ne parle pas des financements de l'Europe à l'extérieur même de l'Europe. Moi j'ai eu l'occasion, alors maintenant c'est un gros mot, mais j'ai eu l'occasion d'aller pour des coopérations que l'on menait même en Biélorussie. En Biélorussie, il y avait déjà des financements européens, alors que le dictateur biélorusse crache sur l'Europe en permanence. Enfin, c'est aussi ça, c'est que l'Europe, ça devrait être aussi une arme de discussion à l'échelle de l'Europe et du monde, et finalement, personne ne s'en rend suffisamment compte, et on utilise juste l'Europe quand on met le bulletin de vote pour régler ses comptes. Regardez le nombre de listes qu'il y avait la dernière fois, je ne sais plus, je crois une vingtaine, et il y a fort à parier que l'année prochaine, au mois de juin, on aura encore 20 ou 30 listes. Hein. Il y avait les automobilistes en colère, ou je ne sais pas quoi à l'époque, le parti animaliste et quelques autres.
c'est triste pour le débat politique. Aujourd'hui, il faut absolument réhabiliter, à mon sens, l'Europe. Et c'est aussi à nous de le faire. Et on en parlera de l'Europe dans les prochaines émissions de Son Filtre. Bien sûr, une dernière question pour Dominique Gouraud. Oui, je pense que c'est le moment, pas seulement de parler de l'Europe qui nous finance ceci ou cela, mais de l'Europe puissance. L'Europe qui doit s'affirmer dans le cadre d'une guerre, avec la clarification sur l'OTAN, avec la nécessité d'avoir une véritable politique industrielle européenne dans certains domaines, avec la nécessité d'avoir une politique de défense commune. Le Parti socialiste a toujours été un parti européen, il a constitué l'Europe au départ. C'est le moment de se servir de cet héritage. Parce qu'effectivement, aussi bien des gens d'extrême gauche qui sont culturellement anti-européens, que des gens d'extrême droite qui sont structurellement anti-européens, pas culturellement, structurellement anti-européens, c'est le moment de se distinguer. Moi, je pense que cette élection est une élection de la dernière chance pour le PS d'exister en tant que tel sur le marché électoral en se positionnant sur des positions qui soient des vraies positions européennes, parce qu'il y a des gens qui sont très européens, en fait, parmi nos concitoyens, parce qu'ils sentent bien que le renom, l'importance de la France dans l'espace mondial se réduit, alors que l'Europe reste une grande puissance potentielle si jamais elle veut bien s'organiser. Très court. Dernier mot. Ouais, très court. Alors, pour ce qui est du Parti socialiste, etc., et de son avenir, encore une fois, Dominique, moi je suis persuadé que son avenir est une réalité et que au-delà de l'élection européenne, il pourra réapparaître, et je pense qu'il va déjà un peu réapparaître dans cette élection-là. Et pour le reste, franchement, il y a 3 sujets qui ont été évoqués. Les affaires étrangères, en gros, la représentation de la force, la défense. Je suis sur ces 2 thématiques peut-être un peu plus sceptique, parce que je pense notamment sur les questions de défense que je ne suis pas certain que tout le monde veuille partager son pouvoir, ni la France, ni l'Allemagne. Donc je suis un peu sceptique, même si on doit travailler de concert et que Joseph Borrell essaie de faire parfois ce qu'il faut en la matière. Par contre, il y a un sujet, à mon avis, là où je rejoins totalement, et je pense qu'on devrait vraiment avoir une force de frappe, c'est sur la question de l'industrie, de l'économie à l'échelle européenne. La transition aujourd'hui qui doit être menée, la question sur la production d'énergie, les sujets qui sont liés à la captation carbone, etc., etc. Ça doit être absolument mené au niveau européen, parce que je pense qu'on peut renforcer effectivement et accompagner cette transition nécessaire. Voilà, merci. Merci, Michael Weber, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions pour cette émission Sans Filtre réalisée donc en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, avec Orange et avec le créateur joaillier Bianchi. Prochain rendez-vous le 19 décembre. Nous accueillerons le président de la région, Franck Leroy. À bientôt.